Salut à tous et bienvenue dans Le Monde en carte. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Yémen et à la guerre civile qui y fait rage depuis plusieurs années maintenant. C'est parti. Le Yémen est un pays situé dans le sud-ouest de la péninsule arabique. Il s'étend sur 528 000 km². Il compte 27 millions d'habitants, dont la majeure partie est située dans le nord-ouest et l'ouest du pays. En 2015, son IDH était de 0,482, ce qui est peu et le place au 174e rang sur 196. La quasi-totalité des Yéménites sont musulmans, à majorité sunnite pour 55%, ici en vert sur la carte, mais avec une importante minorité chiite pour 45%, en rouge sur la carte. Sa capitale est Sanaa. Il dispose de frontières terrestres avec l'Arabie Saoudite au nord et Oman à l'est, et ses voisins africains de l'autre côté de la mer Rouge sont l'Érythrée, Djibouti et la Somalie. Alors, le Yémen connaît une guerre civile sur son territoire depuis 2014, opposant les rebelles dits Houthis au gouvernement yéménite et à une coalition de pays arabes dirigée par l'Arabie Saoudite. Mais pour bien en comprendre tous les enjeux, il est nécessaire de remonter un peu dans le temps. Le Yémen est un pays créé en 1990 à partir de la République arabe du Yémen au nord et à l'ouest, et de la République démocratique et populaire du Yémen au sud et à l'est. Ce territoire a connu de nombreuses périodes d'instabilité depuis les années 60. En 2004 débute la guerre du Saada, du nom de la province dans laquelle se dérouleront les conflits. Les Houthis, groupe armé du nord du pays, issu du courant religieux chiite zaïdiste, demandent plus d'autonomie et se sentent marginalisés par le gouvernement du président Ali Abdallah Saleh, en place depuis 1990 et chiite lui aussi. Alors plusieurs éléments peuvent expliquer les tensions existantes entre le gouvernement de Saleh et les rebelles Houthis, malgré leur affinité religieuse. Citons-en deux. La monarchie du Yémen du Nord a été renversée au cours d'une guerre civile qui a duré de 1962 à 1970. Durant cette guerre, la région de Saada, d'où vient une grande partie des Houthis aujourd'hui, avait largement soutenu les forces royalistes. À l'issue de cette guerre, la province n'a donc logiquement que très peu profité des politiques de développement économique qui ont suivi. Les tensions s'aggravent lorsqu'en 2002, Hussein al-Houthi, leader du mouvement houthiste ayant d'ailleurs donné son nom à la rébellion, donne une conférence dans laquelle il appelle à combattre l'hégémonie américaine sur le monde arabe et musulman. Alors que le président Saleh s'était engagé depuis le 11 septembre 2001 dans le partenariat de lutte antiterroriste avec les États-Unis. Cela notamment pour éviter d'être placé sur la liste noire des pays dits terroristes dressée par le département d'État américain. Sur cette liste figurent entre autres l'Iran, la Syrie ou encore le Soudan. Hussein al-Houthi sera assassiné en 2004. Le conflit prend une ampleur plus régionale quand en 2009 l'Arabie Saoudite, pour sécuriser sa frontière sud, lance des frappes aériennes sur les rebelles Houthis dans le nord du Yémen et déplace des troupes sur la frontière. Elle établit également un blocus des côtes du nord Yémen, contrôlé par la rébellion. Et la même année, l'Iran, soutien des Houthis, annonce avoir déployé le long des côtes sud des navires de guerre ainsi que des mini-submersibles. On voit donc que le conflit prend une toute autre ampleur et que les deux géants de la région, l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui luttent pour l'hégémonie dans le Moyen-Orient, intègrent le conflit. En 2011, le Yémen est touché par le printemps arabe, et le pays connaît encore plus de troubles. Les rebelles Houthis en profitent pour prendre l'avantage sur le terrain en prenant part aux manifestations contre le président Saleh. Celui-ci est contraint au départ et son vice-président Abdrabbo Hadi est élu à sa place. Le conflit continue et entre 2013 et 2014 se tient une conférence de dialogue national ayant pour but de calmer les tensions, notamment en nommant un parlement composé de 50% de Yéménites du Sud et 50% du Nord, en promettant entre autres la liberté de culte, en rendant illégale la possession d'armes lourdes ou encore en luttant contre la corruption. Cette conférence prévoit également de diviser le Yémen en 6 régions. Et c'est ce point qui va poser le plus de problèmes. Le leader de la rébellion Houthi rejette cette proposition, car selon lui, le Yémen sera alors divisé entre des régions riches et des régions pauvres, accroissant les inégalités. De plus, les Houthis demandaient à ce que leur région historique, la province du Saada, devienne une région à part entière, avec plus d'autonomie et un accès à la mer Rouge, ce qui n'était pas le cas dans cette proposition. Cette tentative de négociation échoue et les Houthis profitent de la faiblesse du gouvernement, donc après ce printemps arabe, pour étendre leur emprise un peu plus au sud. En septembre 2014, ils prennent Sanaa, la capitale. Un an plus tard, le président Hadi est obligé de fuir à Aden, deuxième ville du pays, qui devient capitale de facto. Puis les Houthis continuent leur avancée vers le sud, ils prennent Taez, puis Mocha sur la mer Rouge, et arrivent aux portes d'Aden. Le président Hadi fuit alors vers l'Arabie Saoudite. À ce stade, les rebelles contrôlent une grande partie de l'ouest du pays, constituée des points les plus stratégiques avec les grandes villes, les ports et les bases militaires. Durant cette conquête, les Houthis ont bénéficié du soutien de l'ancien président Saleh, celui qui avait dû démissionner lors du printemps arabe, et de militaires lui étant encore fidèles. Souvenez-vous,
Saleh est de même obédience que les Houthis et ses deux anciens ennemis ont trouvé un adversaire commun, le président Hadi. Tous souhaitent le renverser pour leurs intérêts personnels. On entre donc dans une véritable guerre civile avec une armée divisée. Depuis 2015, l'Arabie Saoudite intervient à nouveau au Yémen en menant des raids aériens contre les rebelles. L'aide de la coalition permet au gouvernement de reprendre une partie du territoire dans le sud du pays, mais ces raids sont approximatifs et la coalition ne semble pas vraiment s'inquiéter du droit international. De nombreux civils sont tués, parmi eux une part non négligeable d'enfants. Si bien qu'en 2016, les États-Unis menacent de ne plus soutenir la coalition. Menaces qui ne seront pas mises à exécution puisque des tirs américains sont effectués sur des points stratégiques tenus par les rebelles. Et récemment, en octobre 2017, l'ONU publie un rapport indiquant que toutes les parties impliquées dans la guerre civile ont commis des meurtres ou mutilations d'enfants. Alors, si l'on prend un peu de hauteur, voyons quels sont finalement les différents acteurs et les enjeux pour chacun d'entre eux. Nous avons les rebelles Houthis d'un côté, avec l'appui de l'ancien président Saleh et de ses militaires restés fidèles, les forces gouvernementales yéménites de l'autre, menées par le président Hadi. Les Houthis sont soutenus par l'Iran, qui les fournit notamment en armes. La marine américaine intercepte en avril 2016 un bateau iranien rempli d'armes à destination des rebelles. Les forces gouvernementales sont quant à elles soutenues par la coalition et principalement l'Arabie Saoudite, mais également par les États-Unis ainsi que par l'ONU qui, malgré les dénonciations de violations du droit international, reconnaît le gouvernement du président Hadi. N'oublions pas non plus la présence de combattants d'Al-Qaïda au Yémen, qui ont profité du chaos ambiant pour mettre en place une série d'attentats et prendre le contrôle de certaines zones du pays, notamment dans le sud et l'est. Les États-Unis ont déjà mené plusieurs raids et bombardé les positions des terroristes à l'aide de drones tout au long du conflit. Alors ce conflit est parfois résumé à une rivalité chiite-sunnite, mais nous allons voir que la situation ne se résume pas à cela. Des intérêts géopolitiques et économiques entretiennent les tensions depuis plusieurs années. L'Iran et l'Arabie Saoudite sont depuis longtemps en compétition pour le contrôle du Moyen-Orient. Les Saoudiens ne souhaitent pas voir un gouvernement houthi pro-iranien prendre le pouvoir, et à contrario, l'Iran voit ici l'opportunité d'étaler son influence sur la péninsule arabique. Lors des guerres au Moyen-Orient, on entend souvent parler de pétrole ou de gaz. Ce conflit ne fait pas exception à la règle. Vous voyez ici les routes maritimes utilisées pour exporter le pétrole extrait dans le golfe Persique vers les pays occidentaux. Ces routes passent par le détroit d'Ormuz, contrôlé par l'Iran, et par le détroit, moins connu, de Bab el-Mandeb, situé entre Djibouti et le Yémen. L'Arabie Saoudite craint que ce dernier soit contrôlé par l'Iran, par l'intermédiaire d'un gouvernement issu de la rébellion Houthi. Mais cela serait également une mauvaise nouvelle pour l'ensemble des pays occidentaux se fournissant en pétrole dans la région, d'où leur soutien à la coalition. Ces pays occidentaux se trouvent donc dans une situation inconfortable depuis la mise au jour des bombardements de civils par la coalition, ne pouvant cautionner ces actions mais ne pouvant pas non plus retirer tout soutien pour des raisons économiques. Notons également la volonté de l'Arabie Saoudite de construire un pipeline passant dans l'est du Yémen, contournant ainsi le détroit d'Ormuz. L'ancien président Saleh, renversé en 2011, s'y était toujours opposé. L'Arabie Saoudite voit donc ici l'opportunité, en soutenant le nouveau président Hadi, de voir se concrétiser ce projet, expliquant peut-être leur excès de zèle. Il faut savoir que depuis des années, les pays occidentaux craignent un blocus du détroit d'Ormuz par l'Iran. Les conséquences économiques seraient graves. On comprend donc pourquoi il serait préférable pour l'Occident que l'Iran ne prenne pas le contrôle d'un second détroit stratégique. Les États-Unis ont d'ailleurs fait pression sur les États du Golfe pour développer des contournements au détroit d'Ormuz, construisant oléoducs et pipelines dits trans-arabes, passant par les Émirats arabes unis et par Oman, que vous pouvez voir ici sur la carte. Parlons maintenant bilan humain et matériel. D'après l'OMS, 7800 personnes auraient été tuées, dont plus de la moitié de civils, et 44 000 ont été blessés. Plus de 2 millions de personnes ne peuvent pas rentrer chez elles et plus de 186 000 auraient fui le pays. Le conflit a également été propice à la propagation de maladies. Une épidémie de choléra sévit et on compte presque 400 000 cas aujourd'hui pour près de 2000 morts, les moins de 30 ans et les enfants étant les plus touchés. De manière générale, on estime également que 17 millions de personnes souffrent de la faim et ont besoin d'aide humanitaire, qui peine à être mise en place. Et en août 2016, des personnels de Médecins sans frontières annoncent leur départ de zones situées dans le nord du pays après que les hôpitaux dans lesquels ils travaillaient aient été bombardés à plusieurs reprises. Alors quel avenir pour le Yémen? Une solution pacifique pourra-t-elle être trouvée? Nous ne pouvons qu'espérer que les chaos qui ont suivi les chutes de régimes autoritaires, comme en Libye, en Irak ou en Syrie, aient servi de leçon. Des compromis doivent être faits dans les deux camps pour convenir d'une transition sereine, car comme toujours dans ce genre de conflit, c'est le peuple qui souffre le plus. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à me dire si ça vous a plu, ce que vous auriez aimé que j'approfondisse ou des thèmes que vous voudriez que j'aborde. Vous pouvez vous abonner car d'autres vidéos vont venir, que ce soit sur l'actualité géopolitique, économique ou sur des thèmes plus historiques et légers. Voilà, salut!